Au vieux port de Marseille, les premières lueurs du matin sont généralement accompagnées de l'odeur du poisson frais, des cris des mouettes et du bruit apaisant des vagues qui viennent s'écraser sur le quai. Mais ce matin-là, le matin du 14 novembre, l'air ne sentait que le gazole brûlé et la mort. Je m'appelle Isabelle. J'ai 32 ans et j'ai passé ma vie dans ce port, les mains dans l'eau salée, à réparer des filets et à transporter des caisses de poissons. Le bateau que mon mari Jean-Pierre et moi possédions, ou plutôt que je croyais posséder, l'Espadon, était tout pour nous. Il représentait notre avenir, notre retraite, les frais de scolarité de nos enfants à naître. Mais maintenant, l'Espadon n'existait plus. Il ne restait plus que des morceaux de bois noirci et une couche d'huile flottant à la surface de la mer. Et mon mari, Jean-Pierre, n'était plus là non plus. Avant de vous raconter cette matinée, je tiens à ce que vous sachiez ceci si vous pensez vivre le pire jour de votre vie. Si les montagnes auxquelles vous vous accrochiez se sont effondrées et que vous vous sentez seul au monde, vous êtes au bon endroit. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de deuil. C'est l'histoire d'une femme qui renaît de ses cendres et qui enterre ceux qui ont tenté de la brûler. Si vous êtes prêt à m'accompagner dans ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce que vous allez entendre vous glacera le sang. Voici comment tout a commencé. Il était environ 4h30 du matin. J'ai été réveillée par la sonnerie stridente de mon téléphone. L'appel venait d'un agent des gardes-côtes que nous connaissions. Sa voix tremblait. Madame Vallet, Isabelle, vous devez venir au port, immédiatement. J'ai tendu la main de l'autre côté du lit. Elle était froide. Jean-Pierre était parti pour une partie de pêche nocturne. C'était normal. Mais le ton de la voix de l'agent n'était pas normal. J'ai enfilé un gilet et je me suis précipitée dehors. En descendant vers le port à moto sur les rues étroites pavées, j'ai vu que le ciel n'était pas éclairé par l'aube, mais par une autre lueur rougeâtre. Quand je suis arrivée au port, les gyrophares bleus des camions de pompiers transperçaient la grisaille matinale. Une foule s'était rassemblée. D'autres pêcheurs, des restaurateurs, des joggeurs. Tout regardait dans la même direction. Le quai 4, notre place, notre bateau, l'Espadon, brûlait comme une torche. Plus exactement, il avait brûlé. Il n'en restait que la carcasse et les pompiers éteignaient les dernières braises. Jean-Pierre, ai-je crié. Ma voix s'est déchirée dans ma gorge. Où est mon mari? Il était sur ce bateau. C'est Jacques, le capitaine du bateau voisin, qui m'a retenu. Un homme âgé, aux mains énormes. Je l'ai senti trembler lorsqu'il m'a prise dans ses bras. Je suis désolée, Isabelle, m'a-t-il murmuré. Tout s'est passé très vite. Une explosion. Personne n'a pu s'approcher. Je me suis effondrée à genoux. Il m'est impossible de décrire la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. C'était comme si quelqu'un m'avait ouvert la poitrine et avait jeté mon cœur dans de l'eau glacée. Jean-Pierre, mon amour d'enfance, mon partenaire, mon tout. Il était dans les flammes. Il avait disparu. Mais le véritable choc n'était pas la douleur. Le véritable choc était la vague de trahison qui a suivi immédiatement cette douleur. Et cette vague a commencé lorsqu'une Mercedes noire s'est garée près du port. La personne qui est sortie de la voiture était mon beau-père, Henri Vallet, le propriétaire officieux du port de Marseille. Un homme froid, calculateur et impitoyable. Il avait toujours eu une relation compliquée avec son fils Jean-Pierre, mais il était toujours distant, voire méprisant à mon égard. Une fille de pêcheur n'était pas digne de son prince. Henri traversa la foule d'un pas lourd. Il portait un manteau noir repassé comme un rasoir. Son visage était impassible. Son fils était mort, son bateau réduit en cendres, mais il semblait être venu à une réunion de travail. Nos regards se croisèrent. Je fis un pas vers lui, peut-être pour l'embrasser, peut-être pour partager notre deuil. Après tout, nous avions tous deux perdu Jean-Pierre, n'est-ce pas? Quelle idiote j'ai été. Henri s'est arrêté juste devant moi. Tout le monde autour de nous, les policiers, les pompiers, les autres pêcheurs s'est tu. Henri ne m'a pas pris dans ses bras. Il n'a pas posé sa main sur mon épaule pour me réconforter. Au lieu de cela, il a parlé de sa voix grave et profonde que tout le quai pouvait entendre. Tu es content, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Quoi? Ai-je murmuré. Mes larmes me brûlaient les joues. Henri, Jean-Pierre. Jean-Pierre est mort, rugit-il soudainement. Sa voix me frappa le visage comme une gifle. La foule retint son souffle, sous le choc. Henri appuya son doigt avec force sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Mon fils est mort et tu es la seule responsable, Isabelle. C'est toi qui as brûlé ce bateau. Le monde s'est arrêté un instant. Les mouettes se sont tues. Les vagues se sont arrêtées. Je ne sentais plus que le souffle empoisonné d'Henri sur mon visage. Qu'est-ce que tu racontes? Balbutiai-je. Le choc faisait place à la peur. J'étais à la maison. Je dormais. Henri se tourna vers les policiers. Commissaire, interrogez cette femme immédiatement. Elle était en conflit avec son fils. Jean-Pierre m'avait dit la semaine dernière qu'il voulait divorcer. Cette salope.
dit-il en me regardant avec dégoût, a brûlé mon fils vivant pour toucher l'argent de l'assurance. Dame murmures ont commencé à s'élever dans la foule. Le regard des gens avait changé. Les yeux compatissants de tout à l'heure étaient désormais plissés de suspicion. C'est faux, ai-je crié. Ma voix se brisait. Nous étions heureux. J'aimais Jean-Pierre. Henri a ri sans pitié. Tu l'aimais? C'est pour ça que tu as renouvelé sa police d'assurance vie le mois dernier. C'est pour ça que tu as augmenté la valeur assurée du bateau. C'était le deuxième coup de poing dans mon estomac. Parce que c'était vrai. Mais ce n'était pas moi qui l'avais voulu, c'était Jean-Pierre. Les affaires prennent de l'ampleur, nous prenons des risques Isabelle, nous devons être prudents. Avait-il dit. C'est lui qui m'avait convaincu. Maintenant, Henri utilisait la demande de mon mari comme un nœud coulant autour de mon cou. Tu es la meurtrière de mon fils. Dit Henri, sa voix n'était plus un cri, mais un murmure dangereux. Et je te jure, Isabelle, que tu ne toucheras pas un centime de cette assurance. Je ne te laisserai pas rester dans cette ville. Je te ferai souffrir. Les policiers s'approchèrent de moi. Madame, vous allez devoir nous accompagner au poste. Juste pour une déposition, dit l'un d'eux, mais son ton n'était pas aimable. Il me tenait fermement par le bras. Henri se retourna et se dirigea vers la Mercedes noire sans même jeter un regard aux débris du bateau incendié, la tombe de son fils. À ce moment-là, alors qu'on me faisait monter à l'arrière de la voiture de police, j'ai regardé par la fenêtre. Les gens du port, les pêcheurs que je connaissais depuis des années, les commerçants avec qui je prenais mon café tous les matins. Tout me regardait comme si j'étais un criminel. D'un seul coup, d'un seul mensonge, Henri Vallet m'avait fait passer du statut de victime à celui de monstre. On m'a emmené au poste de police. J'ai été interrogé pendant des heures. On a pris mes empreintes digitales. On m'a photographié comme un criminel. J'ai été libéré tard dans la soirée car il n'y avait pas encore de preuves concrètes. Mais le mal était fait. Quand je suis rentré chez moi, dans le petit appartement que je partageais avec Jean-Pierre, j'ai vu que la serrure de la porte avait été changée. Il y avait une note sur la porte. Elle venait de l'avocat d'Henri. Mon client, Henri Vallet, en tant que propriétaire, a résilié le contrat de location. Vos affaires se trouvent dans les cartons devant la porte. Le froid de novembre me transperçait les os. Mon mari était mort. On m'avait pris ma maison. Mon nom était sali. Je n'avais que 40 € et la clé de ma moto dans ma poche. En regardant les cartons dans la rue, ces cartons qui contenaient toute une vie, les morceaux de mon cœur brisé ont commencé à se recoller. Mais ils ne redevenaient pas comme avant. Ils se transformaient en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Je me suis assis sur le bord du trottoir. Il commençait à pleuvoir. La fameuse pluie de Marseille cachait mes larmes. Mais je ne pleurais plus. Henri pensait que le jeu était terminé. Il pensait m'avoir écrasé, m'avoir jeté dans la rue comme un insecte. Il avait peut-être raison. Pour l'instant, je n'avais plus rien. Mais il y avait une chose qu'il ignorait. Une règle bien connue des pêcheurs, les plus grosses tempêtes viennent après les eaux les plus calmes. Et cette nuit-là, sur ce trottoir, j'ai cessé de pleurer mon mari. À la place, j'ai commencé à planifier ma vengeance. Car je ne le savais pas encore, mais les débris calcinés de l'espadon ne me laisseraient pas seulement descendre. Mais aussi un secret. J'ai passé cette nuit dans une chambre humide d'une pension bon marché, située dans les ruelles du vieux port, loin des touristes. J'avais dépensé la moitié de l'argent qui me restait pour cette chambre. Ai-je réussi à dormir? Non. Dès que je fermais les yeux, je voyais les flammes. La voix d'Henri résonnait dans mes oreilles, « Tu es l'assassin de mon fils ». Au matin, je n'ai pas reconnu la femme que j'ai vue dans le miroir. Elle avait les yeux cernés, les cheveux en bataille, l'air effrayé. C'était exactement le profil de la coupable qu'Henri voulait montrer à tout le monde. Mais en regardant au fond du miroir, j'ai vu cette petite étincelle sauvage qui brillait sous la fatigue. Cette étincelle s'appelait la colère, et j'étais prête à l'attiser. Selon les rapports de police, l'incendie avait été causé par une fuite dans la chaufferie, et il s'agissait d'une négligence intentionnelle, de ma part. Mais ils oubliaient une chose. Je connaissais l'espadon comme ma poche. Ce bateau était ma maison. Et Jean-Pierre, c'était un capitaine d'une minutie obsessionnelle. Il n'y aurait jamais eu de négligence pouvant être qualifiée d'accident sur ce bateau. Quelque chose clochait, et je savais où trouver la réponse. Quai numéro 4, l'endroit où se trouvait l'épave. Il était entouré de rubans de police et de barrières. Il m'était impossible d'y entrer en plein jour. Les hommes d'Henri ou des regards indiscrets m'auraient immédiatement dénoncé. Je devais attendre. À minuit, le silence inquiétant de Marseille s'est abattu sur le port. J'ai enfilé ma capuche noire et je me suis faufilé dans l'ombre. J'avais passé mon enfance à jouer à cache-cache sur ces quais. Je savais quel lampadaire ne fonctionnait pas, à quelle heure tel gardien s'assoupissait, en passant sous le ruban de police. Lorsque j'atteignis la carcasse de notre bateau incendié, l'odeur âcre qui me monta au nez me donna la nausée. Mes chaussures s'enfonçaient dans la boue mélangée à de la mousse extinctrice et de l'huile. Je n'ai pas allumé ma lampe.
La lumière de la lune suffisait à éclairer la silhouette fantomatique de l'épave. Je savais où regarder. À l'arrière, juste en dessous de la timonerie, se trouvait un petit compartiment que Jean-Pierre appelait la cachette. Il y cachait généralement les poissons pêchés illégalement ou l'argent liquide. Il disait que c'était l'ami du marin dans les mauvais jours, si le feu n'avait pas atteint cet endroit. Si j'avais de la chance, je pénétrais dans l'épave. À chaque pas, les planches craquaient comme si le bateau gémissait de douleur. Je passais entre les filets carbonisés, au-dessus des plastiques fondus. Mes mains étaient couvertes de suie. Finalement, j'ai atteint la cabine du capitaine. Ou plutôt ce qu'il en restait. Le plancher était brûlé, mais la structure était encore solide. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à gratter les planches brûlées avec mes mains. D'âmes éclats de bois s'enfonçaient dans mes ongles, mais je ne sentais rien. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir déchirer ma poitrine. Et puis, mes doigts ont touché un anneau métallique. J'ai retenu mon souffle. J'ai forcé le couvercle. Il était coincé. J'ai utilisé une barre de fer à côté de moi comme un levier pour le faire bouger. Les charnières rouillées ont émis un grincement douloureux et le couvercle s'est ouvert. Il était là. Dans ce petit compartiment à l'abri des flammes et de l'eau se trouvait la boîte orange vif, étanche et résistante au choc de Jean-Pierre. J'ai sorti la boîte avec mes mains tremblantes. J'ai essuyé la couche de suie qui la recouvrait. Elle n'était pas verrouillée. Avant d'ouvrir le couvercle de cette boîte, j'aimerais vous poser une question. Pensez à la personne en qui vous avez le plus confiance dans votre vie. Cette personne pour laquelle vous pensez qu'elle serait prête à mourir pour vous. Et si vous appreniez que cette personne avait planifié votre mort? Le contenu de cette boîte n'était pas seulement la preuve d'un crime, c'était l'arme du crime de mon âme. Si l'histoire vous a intéressé jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car ce que vous allez voir pourrait vous glacer le sang. J'ai ouvert la boîte. Il n'y avait pas de liasse de billets à l'intérieur, pas de bijoux, seulement un cahier noir recouvert de cuir et un vieux téléphone portable. J'ai pris le carnet dans mes mains. L'écriture de Jean-Pierre. Ses lettres familières, légèrement inclinées. J'ai ouvert la première page. Date il y a 6 mois. J'ai parlé avec Henri. Le plan est risqué, mais c'est la seule issue. Les dettes nous étouffent. Si nous ne faisons pas cela, nous allons tout perdre. Isabelle ne comprendra pas. Elle est trop émotive. Je dois la tenir à l'écart de cette affaire, ou la mettre en plein milieu. Mon sang s'est glacé. Isabelle ne comprendrait pas. Dame dette. Quelle dette? Nous n'avions pas de dette. J'ai rapidement tourné les pages. Au fur et à mesure que je lisais, la nausée dans mon estomac a laissé place à des vertiges. Ce n'était pas un journal intime. C'était un plan d'opération. 12 août, la police d'assurance a été renouvelée. Isabelle n'a rien soupçonné en signant. Henri a tout arrangé. La meilleure date pour simuler un accident est la mi-novembre. Il y aura du vent du sud. 3 septembre, nous devons accuser Isabelle. La compagnie d'assurance ne paiera pas si le capitaine meurt et qu'il y a des circonstances suspectes. Mais si c'est sa femme, qui le fait par jalousie ou à la suite d'une dispute, alors les choses changent. Henri a parlé aux avocats. Si Isabelle va en prison, mon père sera légalement l'héritier du bateau et de l'assurance vie. Mes larmes ne coulaient plus. Mes yeux semblaient cracher du feu. Mon mari, l'homme avec qui je partageais mon lit, avec qui j'avais construit notre avenir, s'était mis d'accord avec son père des mois à l'avance pour me faire emprisonner et détruire ma vie. Mais le coup de grâce se trouvait à la dernière page. Date 13 novembre. Demain soir. Le bateau est prêt. Le véhicule qui nous fera passer la frontière espagnole nous attendra. Alors que tout le monde pensera que je suis perdue, je commencerai une nouvelle vie à Alicante. Je suis désolée, Isabelle. Mais ton sacrifice sera ma liberté. Le cahier m'échappa des mains et tomba sur le sol sale du bateau. Il n'était pas mort. Jean-Pierre n'était pas mort. Il m'avait enfermée, moi, sa propre femme, dans le deuil d'un mari brûlé vif et dans l'étiquette de meurtrière. Puis il s'était enfui avec son père et l'argent. À cet instant, quelque part, peut-être sur une plage d'Alicante, il se réjouissait de ma souffrance. À ce moment-là, seul dans l'épave, dans l'obscurité, j'ai éclaté de rire. Un rire hystérique, comme si j'étais fou. Ma voix a résonné sur les planches brûlées. Dames idiots. Ils étaient tous les deux idiots. Jean-Pierre avait élaboré un plan si minutieux qu'il avait noté chaque étape dans ce carnet, par orgueil. Il était tellement amoureux de son intelligence qu'il n'avait pas envisagé que ce carnet puisse un jour tomber entre mes mains. J'ai attrapé l'autre objet dans la boîte, ce vieux téléphone. La batterie devait être à plat, mais je pouvais deviner ce qu'il contenait. Jean-Pierre, qui ne faisait pas confiance à son père, avait dû enregistrer leur conversation. C'était leur police d'assurance. Mais maintenant, cette arme était entre mes mains. Je refermai la boîte et la glissai dans ma veste. En sortant des décombres, je n'avais plus froid. Je n'avais plus peur. Je n'étais pas fatiguée. Henri voulait me détruire. Jean-Pierre voulait me sacrifier. Mais ils avaient oublié une chose, j'étais pêcheur.
Je savais très bien attendre patiemment, attendre la tempête et, surtout, savoir quand remonter le filet. Quand je suis retourné à ma moto, l'appel à la prière du matin allait bientôt retentir. Je n'allais plus m'enfuir. Je n'allais plus me cacher. Alicante, hein. L'Espagne n'était pas si loin. Mais avant, je devais faire un petit nettoyage à Marseille. Henri Vallet pouvait continuer à faire son numéro de deuil pour son fils. Moi, je me préparais pour les funérailles. Mais ces funérailles ne seraient pas pour celui qu'il croyait. Sous la lumière vacillante du néon de la chambre d'hôtel. Attendre que l'ancien téléphone de Jean-Pierre se mette en marche fut les secondes les plus longues de ma vie. L'écran était fissuré, mais la lumière s'alluma. La batterie était à 4%. Ces 4% suffisaient largement pour mettre fin à la vie d'Henri et de Jean-Pierre. Dès que le téléphone s'est allumé, je suis allé dans le dossier enregistrements vocaux. Le dossier était plein. Jean-Pierre ne faisait pas confiance à son père, il avait enregistré toutes leurs conversations comme assurance. L'ironie était si cruelle. L'homme qui essayait de me brûler pour toucher l'argent de l'assurance essayait de s'assurer contre son propre père. J'ai vérifié les dates. Il y avait un enregistrement datant de 2 jours avant l'incendie. Le nom du fichier, plan final Henri. J'ai appuyé sur le bouton lecture. Avec mon doigt tremblant. Après un silence crépitant, j'ai entendu la voix de l'homme que je connaissais si bien, celui dont j'étais autrefois amoureuse. Papa, tout est prêt. J'ai placé les bidons de kérosène. Mais Isabelle, et si elle se réveille? Et si elle vient au bateau? Puis la voix d'Henri s'est fait entendre, avec son ton dédaigneux et glacial qui lui était propre. Et si elle se réveille, Jean-Pierre? Elle brûlera. Elle sera réduite en cendres. N'est-ce pas mieux ainsi? L'histoire de la femme héroïque qui tente de sauver son mari fait plus d'effet que celle de la femme jalouse. La compagnie d'assurance posera moins de questions sur un héros mort que sur une veuve en pleurs. L'air semblait s'être évaporé de la pièce. Je ne pouvais plus respirer. Mon mari écoutait son père parler de ma mort potentielle comme s'il parlait de la météo. La réponse de Jean-Pierre fut le dernier coup de poignard dans mon cœur. Je m'attendais à une objection, à de la colère. Je m'attendais à ce qu'il dise non, papa, c'est ma femme. Au lieu de cela, Jean-Pierre a ri. Un petit rire nerveux. Tu as raison. Elle avait pris beaucoup de poids ces derniers temps. Ce ne serait pas mal de commencer une nouvelle vie, avec un nouveau paysage. J'ai dû me retenir pour ne pas jeter le téléphone contre le mur. J'avais la nausée. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour vomir. Je ne vomissais pas seulement mon estomac, mais aussi les derniers restes de compassion et d'amour que j'avais encore pour eux. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. J'ai regardé la femme dans le miroir. La peur avait disparu de ses yeux. À sa place, il y avait maintenant une expression dure et tranchante comme de l'acier. Je suis retournée dans la chambre et j'ai branché le chargeur du téléphone. J'ai tout écouté, tout. Le lieu de rendez-vous en Espagne, un hôtel appelé Casa del Mar à Alicante. Transfert d'argent, dès que l'argent de l'assurance serait versé, Henri le transférerait via une société écran vers les îles Caïmans, puis vers un compte en Espagne. Et ses plans à mon égard, me faire emprisonner, ou à défaut, me laisser sans le sou et me faire errer dans les rues de Marseille. Je veux le voir mendier sur le quai, disait Henri dans un enregistrement. Je montrerai à tout le monde qu'il n'est pas digne du nom de valet. On verra bien, Henri. Dis-je à voix haute. On verra bien qui montrera quoi à qui. Le lendemain matin, j'avais un plan. Mais je ne pouvais pas le réaliser seul. Je devais trouver quelqu'un au sein de la police de Marseille qui n'était pas à la solde d'Henri. Et je savais qui je devais contacter. Le commissaire adjoint Renaud. Un homme jeune, idéaliste et qui détestait Henri Vallet. L'année dernière, il avait voulu saisir un bateau de pêche illégal appartenant à Henri. Mais sous la pression de ses supérieurs, l'enquête avait été classée sans suite. Renaud n'avait pas oublié. Dans l'après-midi, j'ai mis un foulard sur ma tête et mes lunettes de soleil, puis je me suis rendu à la porte arrière du commissariat. Renaud était en pause cigarette. Il a sursauté en me voyant. Madame Vallet, nous vous recherchons. Il manque des éléments dans votre déposition, m'a-t-il dit, mais sa voix n'était pas hostile. Il était curieux. Cessez de me chercher, commissaire. Lui ai-je dit en sortant le carnet noir et le téléphone de mon sac pour les lui montrer. Car je vous ai amené le véritable coupable. Mais j'ai une condition. Renaud fronça les sourcils. Vous n'êtes pas en position de négocier. Quand vous aurez écouté ce qu'il y a dedans, vous comprendrez que c'est moi qui mène les négociations. Ai-je répondu. Jean-Pierre est vivant. Et c'est Henri qui a tout planifié. Les yeux de Renaud s'écarquillèrent. Il ne m'emmena pas immédiatement à l'intérieur, mais à la table la plus éloignée d'un café situé en face du commissariat. J'ouvris le téléphone et lui fis écouter seulement 2 minutes d'enregistrement. Au fur et à mesure qu'il écoutait, le visage de Renaud rougit, sa mâchoire se crispa. Il frappa si fort du poing sur la table que les tasses en tremblèrent. C'est salaud, marmonna-t-il. C'est la plus grande preuve que nous ayons jamais eue. Je veux que vous arrêtiez Henri. Ai-je dit.
Mais pas maintenant. Comment ça, pas maintenant? Avec cette preuve, je vais immédiatement voir le procureur. Non, dis-je en posant ma main sur son bras. Henri tient cette ville entre ses mains. Si vous y allez maintenant, ses avocats trouveront un moyen de prétendre que les enregistrements sont faux et il sera libéré sous caution. Nous devons l'arrêter à un moment où il n'aura aucune chance de s'échapper. Cela doit se faire devant tout le monde, au lieu de tout. Renaud me regarda dans les yeux. La détermination qui y lutte le convainquit. Passes-tu en tête, Isabelle? Je sortis de mon sac un tract froissé. Je l'avais vu sur les poteaux en venant ce matin. À la mémoire des marins disparus, cérémonie commémorative et communiqué de presse pour Jean-Pierre Vallet. Orateur Henri Vallet. Lieu Club Nautique de Marseille. Heure 17 heures. Ce soir, 10 jeux. Toute la presse sera là. La coopérative des pêcheurs sera là. Même le maire sera là. Henri racontera à quel point je suis une mauvaise épouse, une meurtrière monstrueuse. Il versera des larmes de crocodile. Renaud sourit à ce plan. C'était un sourire dangereux. Et vous voulez gâcher cette fête? Je ne veux pas gâcher la fête, commissaire. Dis-je en me levant. Je veux être le feu d'artifice de cette fête. Il était 16h55. La grande terrasse du Yacht Club de Marseille, qui donnait sur la mer, était bondée. Henri n'avait pas lésiné sur les moyens. Dame table recouverte de nappes blanches, des vins coûteux, une photo géante de Jean-Pierre. Sous la photo, on pouvait lire victime d'une épouse infidèle. Je me tenais à l'arrière, vêtu d'un uniforme de serveur, près du système de sonorisation. Renaud et les équipes civiles s'étaient mêlés à la foule. Henri est monté à la tribune. Son costume noir, son visage triste. C'était un acteur parfait. Il a pris le micro. La foule s'est tue. Mes amis, dit Henri, la voix tremblante. Nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour rendre hommage à mon fils Jean-Pierre, mais aussi pour réclamer justice. En tant que père, mon cœur est brisé. Ce n'est pas la mère qui a emporté mon fils. C'est le serpent qui se cachait dans son sein. D'âmes murmures de colère s'élevèrent dans la foule. Tout le monde secouait la tête avec dégoût. Cette femme, continua Henri en pointant son doigt vers une tache imaginaire. Cette femme a jeté mon fils dans le feu pour l'argent, par cupidité. Mais je vous promets que le sang de Jean-Pierre ne restera pas sur le sol. À l'arrière, je fis signe au technicien assis à la table de mixage, un fonctionnaire mis en place par Renaud. Maintenant, dis-je, alors qu'Henri s'apprêtait à dire justice. Un sifflement aigu retentit dans les haut-parleurs. Puis, ce son qui résonna dans tout le port se fit entendre, la voix de Jean-Pierre. Et s'il se réveille, papa, il brûlera. Il sera réduit en cendres. N'est-ce pas mieux ainsi? La foule s'est figée. L'expression sur le visage d'Henri est passée de la stupéfaction à l'horreur, et le micro qu'il tenait à la main est tombé par terre. Mais le son n'a pas cessé. L'histoire de la femme jalouse rapporte plus. La compagnie d'assurance interroge moins un héros mort. Toutes les têtes se tournèrent vers Henri. Les chuchotements se transformèrent en cris. Henri criait « Éteignez. Éteignez ça. C'est un montage. » Mais sa voix était couverte par ses propres rires dans le haut-parleur. À ce moment précis, je suis sorti de l'ombre. J'ai retiré mon tablier de serveur et l'ai jeté. Vêtu d'un pull noir et d'un gant, je me suis retrouvé face à face avec Henri, juste devant le podium. Un montage, Henri? Ai-je crié. Ma voix résonnait même sans micro. Alors pourquoi tu n'expliques pas ta réservation d'hôtel en Espagne? Henri m'a regardé. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Une peur pure et distillée. Tu, a-t-il dit d'une voix rauque. Tu devais mourir. Mais je ne suis pas mort. Lui ai-je répondu en m'avançant vers lui. Et maintenant, je suis venu insister à tes funérailles. Renaud et son équipe se sont mis en mouvement à ce moment précis. Police, que personne ne bouge. Alors que je regardais Henri Vallet menotté monter dans le fourgon de police. Les huées de la foule rassemblée sur le port ne résonnaient pas à mes oreilles comme un chant de victoire, mais comme un lointain bourdonnement. Tout le monde pensait que justice avait été faite. Les journalistes prenaient des photos, les pêcheurs s'embrassaient. Mais moi, au milieu de la foule, je sentais que le vide en moi n'était toujours pas comblé. Car nous n'avions coupé que la queue du serpent. Sa tête était toujours vivante. Et cette tête, à des centaines de kilomètres au sud, célébrait sa liberté au lieu de pleurer ma mort. Le commissaire Renaud s'approcha de moi. Il avait un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. Nous avons beaucoup de travail au commissariat ce soir, Isabelle. Ta déposition, l'interrogatoire d'Henri. Ça va être un gros dossier. Je l'ai regardé. En voyant l'expression de mes yeux, son sourire s'est évanoui. Non, ai-je dit. Votre travail concerne Henri. Le mien n'est pas encore terminé. Renaud comprit ce que je voulais dire. Tu ne peux pas aller en Espagne, Isabelle. C'est une affaire de police. Nous allons écrire à Interpol, lancer la procédure d'extradition. La procédure d'extradition? Ai-je dit en riant amèrement. Combien de temps prendra la bureaucratie, commissaire? 6 mois? 1 an?
Que pensez-vous que Jean-Pierre fera lorsqu'il apprendra dans les journaux que son père a été arrêté? Il restera à Alicante pour attendre l'arrivée de la police? Non. Il prendra le premier avion pour l'Amérique du Sud avec une autre identité. Renaud se tut. Il savait que j'avais raison. Jean-Pierre était un lâche, et les lâches sont passés maîtres dans l'art de fuir dès qu'ils sentent le danger. Donne-moi 24 heures, dis-je. Je dois le trouver avant qu'il ne s'enfuit. C'est toi qui lui passeras les menottes, mais c'est moi qui devrais le regarder dans les yeux et lui dire « La partie est terminée ». Renaud hésita un moment. Puis il sortit un bout de papier de sa poche et me le glissa dans la main. Henri n'a pas mis longtemps à craquer pendant l'interrogatoire. En montant dans la voiture, il m'a crié « Si mon fils m'a vendu, je le vendrai aussi ». Voici l'adresse exacte de l'hôtel à Alicante et les détails du faux nom utilisé par Jean-Pierre. Je pris le papier. Il y était écrit Hôtel Casa del Mar chambre 304. Et Michel Dubois. Officiellement, je dois vous arrêter, dit Renaud en se retournant. Mais officieusement, vous feriez bien de faire le plein. La route est longue. Lorsque je quittais Marseille au milieu de la nuit, la moto que je conduisais n'était pas seulement un moyen de transport, c'était le cheval de fer de ma vengeance. Le vent fouettant mon casque, je filais à toute allure sur l'autoroute 9 en direction du sud, vers la frontière. Je passais Perpignan. La silhouette sombre des Pyrénées se dressait dans le ciel. Lorsque je franchis la frontière, un message bienvenue en Espagne s'afficha sur mon téléphone. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant ce voyage. J'ai repensé aux 10 années passées avec Jean-Pierre, à ses je t'aime, à la bouteille de champagne que nous avions sabrée lorsque nous avions acheté le bateau. J'ai repensé à tout cela et j'ai brûlé chaque souvenir dans mon esprit, tout comme il avait brûlé notre bateau. Honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous fait confiance aux procédures policières ou auriez-vous pris le risque de vous lancer dans cette dangereuse aventure pour rendre justice de vos propres mains? Parfois, la loi et la justice ne sont pas la même chose. Cette nuit-là, j'ai choisi la justice plutôt que la loi. Quelle aurait été votre décision? Écrivez-la dans les commentaires. J'ai traversé Valence au lever du soleil. Vers midi, lorsque j'ai aperçu les panneaux indiquant Alicante, mes yeux me brûlaient de fatigue, mais l'adrénaline dans mes veines me maintenait debout. Alicante. Dame palmier, une mer turquoise et une odeur de luxe. Quelle différence avec l'atmosphère rude et ouvrière de Marseille. Je comprenais pourquoi Jean-Pierre avait choisi cet endroit. C'était le paradis de ceux qui n'avaient pas besoin de travailler. Et il avait construit ce paradis sur mon enfer. L'hôtel Casa del Maher, situé sur le front de mer, était un élégant hôtel-boutique aux murs blanchis à la chaux et au balcon orné de bégonia. Je garais ma moto de l'autre côté de la rue. Je ne retirais pas mon casque. Derrière ma visière noire, je commençais à observer l'entrée de l'hôtel. Il était environ 13 heures, l'heure du déjeuner. Et puis je l'ai vu. Il sortait de l'hôtel. Il portait une chemise en lin bleu clair et un pantalon blanc, des vêtements qu'il n'aurait jamais portés à Marseille. Son visage était bronzé. Ses lunettes de soleil étaient chères. À ses côtés, il n'y avait personne. Il était seul. Mais il n'avait pas l'air malheureux. Au contraire, il souriait en donnant un pourboire au serveur. Ce sourire, le sourire insouciant de l'homme qui m'a laissé sans abri, qui m'a laissé seul avec le stigmate de meurtrier. Ma main s'est involontairement dirigée vers le carnet noir dans la poche de ma veste. À ce moment-là, j'ai voulu courir vers lui et lui donner un coup de poing au visage. Je voulais crier « Je suis là ». Je ne suis pas mort, mais je ne l'ai pas fait. Les chasseurs ne courent pas après leur proie. Ils les attendent en embuscade. Jean-Pierre s'est assis dans un restaurant sur la route côtière. On lui a apporté un verre de vin blanc et un plateau de fruits de mer. Il savourait sa propre mort. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Renaud, la cible est en vue. Je vous envoie ma position. Mais ne venez surtout pas avec les sirènes. Si vous l'effrayez, elle s'enfuira. Puis, je descendis de ma moto. J'ôtai mon casque. Je secouai mes cheveux. J'enlevai ma veste en cuir et restai en simple t-shirt noir. Je mis mes lunettes de soleil. Je n'étais plus Isabelle Vallet, la veuve en deuil. J'étais le pire cauchemar de Michel Dubois. Je me suis dirigée vers le restaurant. Jean-Pierre regardait la mer. Le serveur s'est approché de lui a dit quelque chose et ils ont ri. Je me suis assise à 2 tables derrière lui, à un endroit où je pouvais le voir de profil. Le serveur m'a apporté le menu. Une bouteille d'eau. Ai-je dit en espagnol. Et un verre du vin que boit ce monsieur. Je voudrais que vous le lui apportiez. Le serveur a été surpris, mais il a souri. Bien sûr, monsieur. Avez-vous un mot? J'ai sorti un petit bout de papier et un stylo de ma poche. J'ai écrit une seule phrase. J'ai tendu le papier et l'argent au serveur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je regardais le serveur poser le verre de vin et le mot sur son plateau, puis se diriger vers la table de Jean-Pierre. Le temps semblait s'être ralenti. Le serveur arriva à la table. Je lus sur ses lèvres un cadeau, monsieur. Jean-Pierre fut surpris.
De la part de qui? Demanda-t-il. Le serveur ne désigna pas ma direction, il se contenta de poser le mot sur la table. Jean-Pierre a pris le verre de vin, ravi. Puis il a déplié le papier. J'aurais donné le reste de ma vie pour voir l'expression de son visage changer. Comment sa peau bronzée est devenue blanche comme de la craie en un instant. Comment son sourire confiant s'est figé. Il a baissé ses lunettes de soleil et a commencé à regarder autour de lui, les mains tremblantes. Que disait le papier? Une citation tirée du cahier noir, que seul Jean-Pierre pouvait comprendre, tirée de notre passé. De notre dernier moment de bonheur juste avant l'incendie, c'est le vent du sud, n'est-ce pas, mon amour? Une belle journée pour brûler. Jean-Pierre a tourné la tête, et nos regards se sont croisés. Cette seconde où nos regards se sont croisés m'a semblé durer une éternité. J'ai vu au ralenti ses pupilles se dilater, le sang se retirer de son visage et son expression arrogante laisser place à une pure terreur. L'homme que tout le monde à Marseille croyait mort, celui dont j'avais fait le deuil, était maintenant devant moi, tremblant comme s'il avait vu un fantôme, le mot que je lui avais envoyé à la main. Isabelle? Ce murmure qui s'échappa de ses lèvres n'était pas une question, mais un gémissement. Ma réaction a été silencieuse. J'ai simplement baissé légèrement mes lunettes de soleil et lui ai adressé mon célèbre sourire glacial. Je me suis levé lentement de table. C'est à ce moment-là que l'instinct de survie de Jean-Pierre, ou plutôt sa lâcheté, entra en action. Il renversa de toutes ses forces la table devant lui vers moi. Les verres à vin et les assiettes se brisèrent dans un grand fracas. Alors que les touristes du restaurant poussaient des cris, Jean-Pierre se retourna et se mit à courir vers la foule. « Arrête !» a crié le serveur derrière lui. Mais il avait déjà pris la fuite vers la route côtière. J'ai sauté par-dessus la table renversée. « Tu ne m'échapperas pas, Jean-Pierre, » ai-je murmuré. « Même si tu pars à l'autre bout du monde, je te poursuivrai jusqu'à mon dernier souffle. » La route côtière était bondée. Jean-Pierre courait dans tous les sens, bousculant les gens, pris de panique. Mais il avait oublié une chose, il avait passé les 10 dernières années à rester assis à la barre et à grossir grâce à l'argent de son père. Moi, je me levais tous les matins à 4 heures, je tirais des cordages mouillés et je transportais des caisses de poissons. Mes poumons étaient imprégnés du sel de la mer, les siens étaient obstrués par des cigarettes hors de prix. La distance entre nous se réduisait à chaque seconde. « Michel! Michel Dubois !» lui criai-je en utilisant son faux nom. « Où cours-tu? Les funérailles ne sont pas encore terminées. » Jean-Pierre avait déjà le souffle coupé lorsqu'il s'engagea sur la célèbre allée mosaïquée de l'Esplanada de Spa. Ses chaussures italiennes hors de prix glissèrent et il évita de justesse de tomber en s'agrippant à un palmier. Lorsqu'il regarda derrière lui, il me vit à seulement 10 mètres derrière lui. Je vis le désespoir dans ses yeux. Il s'engagea dans une ruelle, dans les escaliers étroits et escarpés du barrio Santa Cruz. C'était là son erreur. Il ne connaissait pas ce labyrinthe. Moi, en revanche, je savais comment acculer ma proie. Au sommet des escaliers, lorsqu'il s'est cogné contre le mur d'une vieille église, il n'avait plus nulle part où aller. C'était une impasse. Jean-Pierre s'est retourné. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme un soufflet. Son visage était couvert de sueur et ses cheveux soigneusement peignés collaient à son front. Je me tenais au sommet des escaliers. Je ne respirais même pas plus vite que d'habitude. « Isabelle, attends, s'il te plaît, » dit-il en levant les mains en l'air. « Écoute, je peux t'expliquer. » Je m'avançai vers lui appelant et assuré. « Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, Jean-Pierre? Ton plan pour me brûler vive? Ou comment ton père et toi alliez dépenser l'argent pendant que je serais en prison? » « Non, tout ça, c'était l'idée de mon père, » s'écria-t-il soudainement. Classique. La première chose qu'un lâche fait, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Henri m'y a forcé. J'avais des dettes, Isabelle, des dettes de jeu. Il m'a menacé. Il m'a dit, soit tu sacrifies ta femme, soit je te fais disparaître. Je te le jure. Je sortis mon téléphone de ma poche. L'enregistrement était ouvert. Continue. Dis-je calmement. Ce que tu racontes sera très utile au tribunal. Tu dis que ton père t'a forcé. J'ai entendu ton rire dans ces enregistrements, Jean-Pierre. Tu plaisantais à propos de ma mort. Jean-Pierre s'est effondré à genoux. Isabelle, écoute. Il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. La compagnie d'assurance a versé l'argent. L'argent est aux îles Caïmans. Je suis le seul à connaître les codes. Même Henri ne les connaît pas. Si tu me laisses partir, si tu ne vas pas voir la police, on partagera l'argent. Tu auras la moitié. Non, tu auras tout. Je veux juste disparaître. S'il te plaît. Cette proposition me donna la nausée. Il me considérait, ma vie, notre amour, comme un chéquier. Je me suis accroupi à côté de lui. Je me suis mis à hauteur de ses yeux. Tu ne me connais pas. Lui et je murmurai. Que crois-tu que je vais faire de cet argent? Je vais l'utiliser pour acheter ta vie, Jean-Pierre. Mais pas comme tu le penses. Je voudrais m'arrêter ici pour vous poser une question.
Si votre épouse vous avait proposé des millions après avoir tenté de vous tuer, auriez-vous hésité, ne serait-ce qu'un instant? Ou auriez-vous fait comme moi, en choisissant de poursuivre la seule chose que l'argent ne peut acheter, à savoir votre honneur? J'attends vos réponses sincères dans les commentaires. Jean-Pierre a vu la détermination dans mes yeux. Il a compris à ce moment-là que la négociation était terminée. Et à cet instant, une dernière étincelle de méchanceté a brillé dans les yeux de ce pauvre homme. Il a plongé la main dans sa poche. Il en a sorti un couteau. Tu ne peux pas m'envoyer en prison, a-t-il grogné en se jetant sur moi. J'étais prêt. Réflexe de pêcheur. J'ai attrapé son poignet en l'air. Quand j'ai plié son poignet avec mes doigts puissants, forgés par des années de pêche, j'ai entendu ses os craquer. Jean-Pierre a gémi de douleur et a laissé tomber le couteau. Je l'ai attrapé par le bras, l'ai plaqué contre le mur et lui ai tordu le bras dans le dos pour le neutraliser. Chut! Lui et je murmurai à l'oreille. Ne fais pas ça. Ne te ridiculise pas davantage. À ce moment-là, des sirènes retentirent aux deux extrémités de la rue. Dames lumière rouge et bleue se mirent à danser sur le mur de l'église. La police espagnole, la Guardia civile et deux détectives en civil dol montaient les escaliers en courant. Je ne reconnus aucun visage familier parmi eux, mais il était évident qu'il s'agissait de collègues de Renault qui suivaient ma position sur mon téléphone. Michel Dubois, a crié l'un des policiers en espagnol. Mettez vos mains sur la tête. J'ai poussé Jean-Pierre vers les policiers. Il s'appelle Jean-Pierre Vallet. L'heure est jeudi en français. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. Alors que les policiers le plaquaient au sol et lui passaient les menottes, Jean-Pierre a levé la tête et m'a regardé. Il n'y avait plus de peur dans son regard. Il n'y avait que de la haine pure. Tu vas le payer, Isabelle, a-t-il craché. Henri va sortir. Je vais sortir. Et là, tu vas vraiment le payer. Henri est déjà à l'intérieur. Ai-je répondu en souriant. Et toi? Tu ne verras le lever du soleil que derrière des barreaux pendant très longtemps. Alors qu'on l'emmenait dans le fourgon de police, je m'appuyai contre le mur. Mes jambes se mirent à trembler. L'adrénaline retombait, laissant place à un grand vide. J'avais réussi. Je l'avais trouvé, je l'avais affronté et je l'avais fait arrêter. Mais les derniers mots de Jean-Pierre résonnaient dans ma tête. Henri va sortir. Les hommes comme Henri Vallet n'abandonnaient pas facilement. Jean-Pierre avait été arrêté, mais la bataille n'était pas terminée. La véritable bataille commençait maintenant, la bataille juridique. La coûteuse armée d'avocats d'Henri ferait tout pour faire déclarer ces enregistrements illégaux et les récupérer. Mon téléphone sonna. C'était Renaud. J'ai appris ce que vous avez obtenu, dit-il d'une voix enthousiaste. Excellent travail, Isabelle. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Mon cœur s'est arrêté. Que s'est-il passé? L'avocat d'Henri, le meilleur de Marseille, Maître Leclerc, a intervenu. Ils essaient de réduire la durée de la garde à vue d'Henri. Et pire encore, nous pensons que quelqu'un est entré chez lui, dans cet appartement qui est actuellement sous scellé, avant nous. Ils essaient peut-être de faire disparaître les preuves. Je fermai les yeux. J'ai ce carnet, commissaire. La véritable preuve est là. Je sais, dit Renaud. Mais Isabelle, tu dois te dépêcher. Tu dois retourner à Marseille avant qu'il ne se ressaisisse et remettre ce carnet en main propre au procureur. La route pourrait ne pas être sûre. Henri a encore des hommes dehors. J'ai pris une profonde inspiration. Le soleil chaud d'Alicante me semblait désormais froid. J'arrive. Ai-je dit. En marchant vers ma moto, je savais que cette affaire ne se terminerait pas par une simple arrestation. Henri et Jean-Pierre étaient les deux têtes du serpent, mais le corps de ce serpent s'étendait jusqu'aux relations obscures de Marseille. Et maintenant, je retournais au cœur même de ce corps, avec le carnet noir entre les mains. Lorsque j'ai franchi la frontière espagnole, il était déjà bien plus de minuit. Le moteur de ma moto gémissait de fatigue, tandis que mon corps tremblait sous l'effet de la descente d'adrénaline. L'ivresse de la victoire à Alicante avait été de courte durée. À présent, avec le carnet noir et le vieux téléphone que je gardais dans la poche intérieure de ma veste, juste au-dessus de mon cœur, je retournais sur le véritable champ de bataille. À Marseille, dans l'écouteur de mon téléphone, j'entendais la voix du commissaire Renaud. Mais cette fois, elle n'était pas enthousiaste, elle était tendue. La situation est grave, Isabelle. Maître Leclerc, cet homme est un magicien. L'avocat d'Henri, demandai-je en essayant de couvrir le bruit du vent. Que peut-il faire? Nous avons arrêté Jean-Pierre. Les enregistrements vocaux d'Henri ont résonné dans tout le port. Le droit n'est pas la justice, Isabelle, répondit Renaud. Leclerc tente de convaincre le procureur que les enregistrements ont été obtenus illégalement et qu'ils ont pu être montés. Ils essaient de faire passer la déposition de Jean-Pierre pour obtenue sous la contrainte. Si nous ne pouvons pas remettre le carnet original et le téléphone, c'est-à-dire la chaîne de preuves matérielles, sur le bureau du procureur d'ici demain, Henri pourrait être libéré et jugé en liberté. Je serrai les dents. Je savais ce qu'Henri ferait s'il était libéré.
Non seulement il s'enfuirait, mais il me détruirait aussi. Cette fois-ci, il ne ferait pas de feu de paille, il s'occuperait de moi en silence. Je serai là demain matin. Ai-je répondu. C'est justement le problème, dit Renaud. Il y a des sentinelles sur les routes principales menant au port. Les hommes d'Henri au syndicat attendent ton retour. Même devant le commissariat, ce n'est pas sûr. Leclerc a envoyé la presse là-bas, il pourrait créer le chaos et faire disparaître, ou endommager, les preuves. Que me conseilles-tu de faire? N'entre pas dans la ville, m'a répondu Renaud. Il y a une ancienne sucrerie abandonnée dans la vieille zone industrielle à l'entrée nord, du côté de l'Estac. Viens là-bas. Je viendrai te chercher en voiture banalisée et je te ferai entrer par la porte de derrière du parquet. Je raccroche. L'Estac. Pas le beau quartier de Marseille qui inspire les peintres, mais la zone industrielle grise et désolée qui se trouve derrière. Alors que j'accélérais sur l'autoroute, une paire de phares apparut dans mon rétroviseur. Un SUV noir. Même si j'avais changé de voie depuis une demi-heure, il restait juste derrière moi. Une coïncidence? Le bras d'Henri s'étendait-il jusqu'à la frontière espagnole? J'ai accéléré à 140 km par heure. Il a accéléré aussi. 160 km par heure. Il a accéléré aussi. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas une filature, c'était une chasse. Ils essayaient de me faire sortir de la route, pour empêcher ce carnet d'arriver à Marseille. Ils allaient me sacrifier dans un accident de la route. Avez-vous déjà eu l'impression, sur l'autoroute, au milieu de la nuit, que la voiture derrière vous ne se contentait pas de vous suivre, mais qu'elle en avait après votre vie? Ce moment où les phares dans le rétroviseur se transforment en monstres? Si vous ne l'avez jamais vécu, j'espère que vous ne le vivrez jamais. Mais si cela vous arrivait, que feriez-vous? Appuieriez-vous sur l'accélérateur ou changeriez-vous votre destin en freinant brusquement? À l'approche de la sortie Aix-en-Provence, j'ai pris une décision soudaine. Au dernier moment, au risque de heurter les barrières, j'ai braqué le volant et quitté la route principale. Le SUV, incapable de ralentir, a continué tout droit sur la route principale. J'avais gagné quelques secondes, mais je savais qu'il ne me lâcherait pas. En empruntant des routes secondaires, j'ai traversé des oliveraies pour atteindre le nord de Marseille. La ville brillait au loin, tel un incendie, avec ses lumières oranges. Quand je suis arrivé à l'ancienne sucrerie dont Renaud m'avait parlé, il était 5 heures du matin. Les squelettes des bâtiments abandonnés se dressaient comme des fantômes dans la pénombre matinale. J'ai caché ma moto dans un endroit discret et je suis entré dans l'usine. Renaud? Ai-je murmuré. Pas de réponse. Seul le sifflement du vent soufflant à travers les vitres brisées se faisait entendre. J'ai sorti mon téléphone. Il ne captait pas. Les vieux murs bloquaient le signal. J'ai eu un mauvais pressentiment. Ce lieu de rendez-vous était trop désert. C'était un piège trop parfait. J'étais sur le point de faire demi-tour quand j'ai entendu une voix derrière moi. Je ne pensais pas que ce cahier serait aussi lourd, Madame Vallet. Je me suis retournée rapidement. Ma main s'est posée sur le petit couteau que je portais à la ceinture. Une silhouette est sortie de l'obscurité. Mais ce n'était pas Renaud. Ce n'était pas non plus l'un des tueurs à gages d'Henri. C'était une femme. Une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur gris aux lignes impeccables, une cigarette fine à la main, aux cheveux blonds platine. Son visage était si froid et inexpressif qu'Henri aurait pu passer pour le Père Noël à côté d'elle. « Qui êtes-vous » demandai-je en prenant une position défensive. La femme tira une bouffée de sa cigarette et souffla lentement. « Disons l'ennemi de ton ennemi. Où est Renaud ?» Le commissaire Renaud est actuellement au commissariat, aux prises avec l'enquête administrative ouverte par maître Leclerc. Ce n'est pas lui qui t'a fait venir ici, Isabelle. Ce sont les hommes d'Henri qui ont envoyé ce message sur ton téléphone après avoir cloné celui de Renaud. Si Renaud était venu ici, tu serais morte à l'heure qu'il est. Mon sang se glaça. Mais si tu es là, tu ne vas pas me tuer. La femme a légèrement souri. Ce sourire n'exprimait aucune joie, seulement le travail. Elle m'a tendu la main. Je m'appelle Dominique Castel. Je suis inspectrice en chef de la compagnie d'assurance La Mondiale. Ton mari et ton beau-père ont volé 2 millions d'euros à ma compagnie. Et je veux récupérer mon argent. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de stupéfaction. L'allié inattendu que j'avais analysé se trouvait juste en face de moi. La compagnie d'assurance. Bien sûr, l'institution escroquée par Henri. Comment m'avez-vous trouvé? Nous te suivons depuis ton départ de Marseille, répondit Dominique. Les hommes d'Henri te suivaient aussi. C'étaient eux dans le SUV sur l'autoroute. Mais nous sommes plus professionnels. Dominique fit un pas vers moi. Écoute, Isabelle. Maître Leclerc joue un jeu très dangereux. Ils sont sur le point de convaincre le juge de retirer les enregistrements de la liste des preuves au motif qu'ils violent la vie privée. Si ce cahier ne contient que des plans, ils peuvent le faire passer pour un brouillon de roman. Les avocats d'Henri sont très bons. Alors qu'allons-nous faire? Demandai-je, désespéré. Je n'ai rien d'autre.
Si, répondit Dominique, les yeux brillants. Il y a quelque chose que tu n'as pas, mais que j'ai. Les sociétés écrans par lesquelles Henri effectuait ses transferts d'argent. Sais-tu qui figure sur les signatures de ces sociétés? Je secouai la tête. Ni le tien, ni celui de Jean-Pierre, ni celui d'Henri. Dominique marqua une pause, savourant l'instant. C'est le nom de la maîtresse d'Henri, cette femme sainte, qui dirige l'une des fondations les plus respectées de la ville. Si nous combinons les dates de ce carnet avec les relevés bancaires que j'ai en ma possession, nous ne brûlerons pas seulement Henri, mais la moitié de la haute société marseillaise. Dominique tendit la main. Viens avec moi, Isabelle. Je t'emmènerai chez le procureur, mais pas par la porte de derrière, par la grande porte. Avec moi et l'armée d'avocats de la Mondiale à tes côtés, l'avocat chic de Henri, Leclerc, n'osera même pas t'approcher. J'hésitais. Faire confiance à une institution. Mais je voyais la détermination dans les yeux de Dominique. Il ne voulait pas la justice, il voulait sa revanche et l'argent de son entreprise. Et pour l'instant, nos intérêts étaient communs. D'accord, ai-je dit. Allons-y. Nous montâmes dans la berline noire blindée de Dominique. Au volant se trouvait un homme corpulent qui semblait être un ancien militaire. Alors que nous descendions vers la ville, le soleil se levait. Marseille s'éveillait. Dominique ouvrit sa tablette et me montra un document. Au fait, dit-il, j'ai reçu la liste des objets trouvés sur Jean-Pierre lorsqu'il a été arrêté. Ils ont trouvé une photo dans son portefeuille. J'ai regardé la tablette. Sur la photo, il y avait Jean-Pierre et moi. C'était il y a des années. Nous étions heureux. Mais Dominique a fait défiler la photo. Il y avait une inscription au dos. L'écriture de Jean-Pierre. Pas seulement pour l'argent. Parce que je le détestais. Cette phrase était la preuve d'une pure méchanceté, au-delà d'Henri ou de l'argent. Mon mari ne m'avait pas seulement utilisée, il me détestait. Pourquoi? Parce que j'étais forte. Parce que j'étais la vraie Marin. Qu'il n'avait jamais pu être. Son ego ne supportait pas mon existence. Lorsque nous sommes arrivés devant le palais de justice, c'était un véritable cirque. Dames journalistes, des caméras, les partisans d'Henri. Dominique s'est tourné vers moi avant d'ouvrir la porte. Tu es prête? M'a-t-il demandé. Dès que tu descendras de la voiture, tu ne seras plus seulement une victime. Tu seras une déclaration de guerre. J'ai boutonné ma veste. J'ai redressé la tête. Je suis prêt depuis ma naissance, Dominique. Ai-je répondu. La porte s'est ouverte. Les flashs ont crépité. Et je me suis assis à la table des loups, aux côtés de la dame de fer, de la compagnie d'assurance. Lorsque je suis entré dans la salle d'interrogatoire au plafond haut et aux boiseries en chêne du palais de justice, la tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Henri était assis à une extrémité de la table. Son costume coûteux était un peu froissé, mais son arrogance légendaire était toujours là. À ses côtés se tenait Maître Leclerc, l'avocat connu comme le sorcier. De Marseille. Dès qu'il m'aperçut, Leclerc afficha son sourire hypocrite. Ah, Madame Vallet, vous daignez enfin nous honorer de votre présence. Mon client est retenu ici depuis des heures à cause de cette absurdité. Dominique Castel, qui se tenait à côté de moi, posa bruyamment son sac en cuir sur la table. Le bruit résonna comme un coup de marteau. Ce n'est pas une absurdité. Maître, dit Dominique d'une voix glaciale. Il s'agit d'un crime organisé, d'une fraude à l'assurance et d'une tentative de meurtre. Le procureur était un homme d'âge moyen, à l'air fatigué. Il nous regarda par-dessus ses lunettes. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas au théâtre. Qu'avez-vous de concret entre les mains? Leclerc réagit immédiatement. Monsieur le procureur, tout ce que nous avons, ce sont les allégations d'une belle fille qui vit dans un monde imaginaire et qui exploite la douleur d'un père en deuil. Ces soi-disant enregistrements audio ont été montés. Ce livre noir pourrait être un brouillon de roman écrit par son fils. Jean-Pierre a toujours voulu être écrivain. Henri sourit. À ce moment-là, je me suis mordu les ongles pour ne pas sauter par-dessus la table et lui sauter à la gorge. Ils essayaient de me faire passer pour une folle, une menteuse et une criminelle. Et le pire, c'est que d'un point de vue juridique, ils pouvaient y parvenir. Leclerc se tourna vers moi, les yeux brillants comme ceux d'un serpent. Dites-moi, Madame Vallet, vous saviez que votre mari était sur le point de vous quitter, n'est-ce pas? Peut-être avez-vous inventé cette histoire pour le reconquérir ou pour vous venger. C'était une manipulation classique. Ils essayaient de me pousser à me défendre, à me laisser emporter par mes émotions. Si je criais, si je pleurais, je confirmerais leur thèse de la femme instable. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai repensé à Jean-Pierre me suppliant à Alicante. Et je me suis calmée. Je ne pense pas que mon mari veuille être écrivain, maître, ai-je dit d'une voix calme. Mais je sais que son père est un bon comptable. Surtout quand il s'agit de garder de l'argent. Je jetai un regard à Dominique. C'était à lui de jouer. Dominique sortit un dossier de son sac et le jeta devant le procureur. Les plans dans le cahier peuvent être un roman, maître. Mais les relevés bancaires ne sont pas une fiction.
Grâce au code trouvé sur Jean-Pierre lors de son arrestation, nous avons accédé au compte aux îles Caïmans. Les mouvements d'argent sont très clairs, 2 millions d'euros provenant de la Mondiale Assurance ont transité par 3 sociétés écrans pour aboutir à un seul endroit. Le sourire d'Henri s'est effacé. Leclerc a tenté d'attraper les dossiers, mais le procureur a levé la main. Où ont-ils été transférés? Demanda le procureur. Dominique désigna une femme élégante, d'une cinquantaine d'années, vêtue avec raffinement, qui était venue dans un coin de la pièce pour apporter son soutien moral. À Henri, la dernière destination de l'argent est la Fondation Saint-Marie des Marins. Et la présidente de cette fondation est Madame Geneviève Arnaud, qui se trouve parmi nous aujourd'hui. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers cette femme. Madame Geneviève, la sainte, de la société marseillaise. Cette femme noble qui aidait les familles de marins pauvres, qui faisait sensation dans les bals, que tout le monde respectait, et qui était aussi la maîtresse cachée d'Henri depuis des années. Le visage de porcelaine de Geneviève se fendit. C'est une calomnie, s'écria-t-elle. Sa voix était si fine et aiguë que son masque de noblesse tomba instantanément. Je ne suis ici qu'en tant qu'amie. Ma fondation n'a rien à voir avec cette affaire. Vraiment? Dis-je en prenant la tablette de Dominique et en la brandissant en l'air. Alors pourquoi, la veille de la mort de Jean-Pierre, 500 000 euros ont-ils été transférés du compte de votre fondation vers le compte personnel suisse d'Henri au titre de frais de consultation? Cet argent était-il destiné à acheter du lait pour les enfants pauvres de marins, Geneviève? Arrêtons-nous un instant. Avez-vous déjà vu des personnes qui semblent irréprochables dans la société et qui donnent des leçons de morale connaître les pires immoralités derrière des portes closes? Je connais le dégoût que vous ressentez lorsque vous voyez le démon qui se cache sous le masque de la sainte. Si vous aussi vous détestez cette hypocrisie, aimez cette vidéo afin que nous continuions à faire tomber les masques. Henri frappe à la table. Assez. Faites taire cette femme. Mais il était trop tard. Le procureur examinait le dossier et fronçait les sourcils devant ce qu'il voyait. Blanchiment d'argent sale via les comptes de la fondation. Marmonna le procureur. Il retira ses lunettes et regarda Henri. Ce regard ne laissait plus place au doute, il était catégorique. C'est un délit très grave, monsieur Vallet. Il ne s'agit pas seulement d'escroquerie, mais aussi de fraude fiscale et de détournement de fonds. Leclerc tenta d'intervenir. Mon client peut s'expliquer. Vous ferez vos explications devant le tribunal, dit sèchement le procureur. Puis il fit signe aux gendarmes qui se tenaient près de la porte. Arrêtez Henri Vallet. Et Madame Arnaud aussi. Geneviève poussa un cri. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis l'ami de la femme du préfet. Henri fait quelque chose. Henri, quand elle lui, s'était effondré. Ce puissant et invincible baron du port était soudainement devenu un vieil homme brisé, car il savait que l'implication de sa maîtresse et de la fondation dans cette affaire ne signifiait pas seulement la prison, mais aussi la fin de toute sa réputation et de toute sa vie sociale. Lorsque les gendarmes ont pris Geneviève par le bras, cette femme élégante s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient remplis d'une haine pure. Vous, a-t-elle sifflé, vous n'êtes qu'un simple pêcheur. Vous pensez pouvoir nous battre. C'est nous qui avons construit cette ville. Je fis un pas vers elle. Mon visage n'exprimait ni peur ni respect. Vous n'avez pas construit cette ville, madame, dis-je. Vous étiez des sangsues qui vivaient aux dépens de cette ville. Nous, les pêcheurs, savons bien qui abandonnent le navire quand la tempête arrive. Et je vois que vous serez les premiers à couler. Geneviève et Henri étaient en train de sortir de la pièce, Leclerc rassemblait ses dossiers. Il ne m'a même pas regardé. Il avait accepté sa défaite, du moins pour l'instant. Une fois la pièce vide, j'ai senti mes jambes trembler. Je me suis effondré sur une chaise. Dominique s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. C'était un geste de compassion rare de sa part, lui qui était si froid. Tu as fait du bon travail, m'a-t-il dit. On a récupéré l'argent. Je me fiche de l'argent, répondis-je. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Ça me suffit. Mais je ressentais toujours un certain malaise. Henri et Geneviève avaient été arrêtés, certes. Jean-Pierre était en prison. Mais à Marseille, les affaires ne se terminaient jamais aussi proprement. Les derniers mots de Geneviève, nous avons construit cette ville. Qui était ce nous? Seulement Henri et Geneviève? Ou y avait-il derrière eux un réseau plus vaste et plus sombre? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Madame Vallet, dit la voix rauque et mécanique au bout du fil. Félicitations. Vous avez gagné une bataille. Mais vous venez d'ouvrir une porte très dangereuse. Geneviève Arnaud n'était pas seulement la présidente d'une fondation. Elle était la trésorière de la confrérie. Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Un ami qui vous met en garde. Quittez la ville, Isabelle, ce soir, car la confrérie ne pardonne jamais qu'on touche à son argent. Le téléphone s'est éteint. Lorsque je sortis par l'immense porte du palais de justice, le soleil de Marseille me frappa le visage. Mais ce soleil ne me réchauffait pas.
Une ombre bien plus grande et bien plus ancienne qu'Henri était tombée sur la ville, sur le port. La confrérie? Henri et sa maîtresse n'étaient-ils que des pions? Apparemment, le mal qui ronge Marseille est bien plus profond que je ne l'imaginais. Ils ne me laisseront pas célébrer ma victoire. Dois-je m'enfuir ou combattre cette mystérieuse confrérie? Dans le chapitre 8, sous l'ombre des menaces, commence une lutte pour la survie où je ne saurais distinguer mes amis de mes ennemis. Sur les marches du palais de justice, je suis resté figé, mon téléphone encore chaud de cet appel mystérieux à la main. Le soleil éclatant et éblouissant de Marseille me frappait comme un projecteur. Mais ce n'était pas la lumière de la victoire, c'était la lumière d'un tireur d'élite. On ne touche pas à l'argent de la fraternité. Le son mécanique de cette voix résonnait dans mes oreilles. Je regardais la foule autour de moi, les avocats qui discutaient, les fonctionnaires qui fumaient. Tout le monde semblait normal. Mais je savais désormais que cette normalité n'était qu'un masque. Dans cette foule, il y avait une paire d'yeux qui me suivait. Peut-être cet homme qui lisait le journal, peut-être cette femme qui mangeait un simit au coin de la rue. Je me suis dirigé vers ma moto. C'était ma seule échappatoire, ma seule liberté. J'ai accéléré le pas. Je voulais quitter cette maudite place au plus vite, sentir le vent sur mon visage. Lorsque je suis arrivé à ma moto, je me suis arrêté alors que j'étais sur le point d'insérer la clé dans le contact. Sur le sol, juste sous le châssis de la moto, il y avait une flaque de liquide sombre et huileux. Je me suis penché et j'ai trempé mon doigt dans le liquide. Je l'ai senti. C'était du liquide de frein. Quelqu'un avait coupé mes flexibles de frein. Si je n'avais pas reçu cet appel téléphonique, si, pris de panique, j'avais enfourché ma moto et accéléré, mes freins n'auraient pas fonctionné dans le premier virage ou dans la côte du port et une mort tragique déguisée en accident. Exactement comme mon mari l'avait prévu, mais cette fois-ci, il n'avait pas laissé le hasard faire les choses. Avez-vous déjà senti le souffle de la mort dans votre nuque? Pas comme le canon froid d'une arme, mais plus insidieux, plus silencieux. Ce moment où vous sentez une main invisible vous serrer la gorge. Si vous ne l'avez jamais ressenti, vous avez de la chance. Mais si vous l'avez ressenti, je n'ai pas besoin de vous décrire la solitude de cet instant. Je me suis reculé. J'ai regardé autour de moi. De l'autre côté de la route, j'ai aperçu une silhouette dans une berline aux vitres teintées. Voyant que je m'éloignais de ma moto, la voiture a démarré lentement, s'est fondue dans la circulation et a disparu. Le message était clair, vous n'êtes plus en sécurité. J'ai immédiatement appelé Dominique. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Où es-tu? Sa voix était tendue. Je suis devant le palais de justice. On a saboté ma moto, Dominique. On a essayé de me tuer. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis le ton professionnel et autoritaire de Dominique revint. Ne va surtout pas au commissariat. Ne rentre surtout pas chez toi. Va au musée Mucem. C'est l'endroit le plus fréquenté. Retrouve-moi sur le toit terrasse. Éteins ton téléphone et retire la batterie. Tu es peut-être suivi. J'ai éteint mon téléphone, retiré la batterie et l'ai jeté dans la poubelle la plus proche. Je me suis mêlé à la foule. J'ai pris le métro avec un groupe de touristes, puis je suis descendu à la dernière station et j'ai sauté dans un taxi. J'ai parcouru la moitié de la ville pour brouiller les pistes. Quand je suis arrivé sur la terrasse du Mucem, j'étais à bout de souffle. Marseille s'étendait sous mes pieds. Cette belle ville bleue et traîtresse. Dominique était dans un coin, face au vent qui venait de la mer, en train de fumer une cigarette. Quand je me suis approché de lui, j'ai vu que son expression habituellement glaciale avait laissé place à une profonde inquiétude. La situation est pire que nous le pensions, Isabelle, m'a-t-il dit sans me regarder. Que s'est-il passé? Henri est à l'intérieur, Geneviève est à l'intérieur. Je croyais que nous avions gagné la guerre. Nous n'avons pas gagné la guerre, seulement une bataille, répondit Dominique. Le commissaire Renaud a été suspendu. Quoi? Il y a 1 heure. Une enquête pour destruction de preuves et abus de pouvoir a été ouverte à son encontre. C'est le directeur de la police qui en a donné l'ordre. Renaud est actuellement en garde à vue, interrogé par ses propres collègues. J'ai un nœud à l'estomac. Mon seul allié dans la police avait été englouti par le système. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Dominique. Mes patrons de la compagnie d'assurance m'ont appelé. Ils m'ont demandé de classer le dossier, de nous contenter d'une partie de l'argent pris à Henri et de ne pas divulguer l'affaire à la presse. Sinon, ils m'ont dit que ma retraite serait compromise. C'est ce qu'on appelle la fraternité. Ai-je demandé. Dominique secoua la tête. Pendant des années, j'ai cru qu'il s'agissait d'une légende urbaine. Une vieille structure qui dirigeait Marseille dans l'ombre, composée de juges, de responsables portuaires et de chefs syndicaux. Henri était leur banquier. Il blanchissait leur argent sale. Geneviève était leur vitrine. Elle distribuait les pots de vin sous forme de dons, par l'intermédiaire de la fondation. Donc, en ce moment, nous ne sommes pas seulement en guerre contre Henri, mais contre toute la ville. Oui, répondit Dominique. Et ils sont très en colère en ce moment.
parce que nous avons touché à leur argent et à leur confidentialité. Ils veulent te faire disparaître, Isabelle. Et ils veulent me faire taire. Je regardais la mer. La prison du château d'If se dressait au loin, au milieu des vagues. Je me sentais aussi prisonnière que les détenus de cette île. Nous devons fuir, dit Dominique. Je peux te procurer une nouvelle identité. La société en a les moyens. Nous pouvons quitter la ville cette nuit. Fuir. C'était tellement tentant. J'avais arrêté Jean-Pierre. J'avais pris ma revanche. Pourquoi risquer ma vie? Mais ensuite, j'ai repensé à cette voix au téléphone, au frein coupé de ma moto, à l'incarcération injustifiée de Renaud. Si je m'enfuyais, Henri et la confrérie gagneraient. Jean-Pierre serait peut-être libéré quelques mois plus tard grâce à l'influence de son père. Et moi, je passerais le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule. Non, ai-je répondu. Dominique s'est tourné vers moi, stupéfait. Tu es fou. Tu ne sais pas quelle puissance nous avons en face de nous? Si, je la connais, répondis-je. Ils sont puissants, c'est vrai. Mais ils ont peur, Dominique. S'ils n'avaient pas peur, ils n'auraient pas essayé de couper mes freins. Ils m'auraient carrément tiré dessus. Le fait qu'ils agissent en secret montre qu'ils paniquent. Un animal paniqué est plus dangereux. C'est vrai, répondis-je. Mais il commet aussi des erreurs. Je regardai Dominique dans les yeux. Geneviève. Cette femme n'était pas qu'une simple vitrine. C'est une femme intelligente. Elle ne faisait même pas confiance à Henri, je l'ai vu dans ses yeux. Elle savait que les hommes de la confrérie pourraient un jour se débarrasser d'elle aussi. Que veux-tu dire? Une assurance, répondis-je. Tout comme Jean-Pierre avait enregistré les conversations de son père, Geneviève devait avoir une assurance contre la confrérie. Document qui lui permettrait de les faire chanter, de se protéger. Dominique réfléchit. Il éteignit sa cigarette. La police a fait une descente dans les locaux de la fondation. Ils ont fouillé sa maison. Ils n'ont rien trouvé, parce que la police est à leur solde. Ai-je répondu. Geneviève ne mettrait pas ces documents à un endroit où la police pourrait les trouver. Elle les mettrait dans un endroit connu d'elle seule, où personne ne soupçonnerait leur présence. Je me suis souvenu de cette phrase que Geneviève avait criée au procès « C'est nous qui avons construit cette ville ». Et puis, un détail du carnet noir de Jean-Pierre m'est revenu à l'esprit comme un éclair. Une note concernant la mère de Jean-Pierre, que je considérais comme insignifiante. Geneviève a de nouveau demandé des dons pour la restauration de l'ancien orphelinat du Panier. Mon père râle, mais il donne l'argent. Je ne comprends pas pourquoi cette ruine est si importante pour cette femme. L'orphelinat du Panier. Ai-je murmuré. Dominique fronça les sourcils. Ces ruines dans la vieille ville. Ils essaient de les restaurer depuis des années. Geneviève était la principale donatrice. Dis-je. Et cet endroit est à l'abandon. Personne n'y va. Si tu veux cacher quelque chose, y a-t-il un meilleur endroit que le coin le plus ancien et le plus oublié de la ville? Dominique regarda sa montre. Isabelle, c'est très peu probable. Et la nuit tombe. Nous n'avons pas d'autre choix. Répondis-je. Si nous trouvons ces documents, nous pourrons détruire la confrérie. Si nous ne les trouvons pas, nous sommes déjà morts. Dominique prit une profonde inspiration. Il sortit un pistolet noir de son sac et le glissa à sa ceinture. Très bien, dit-il. Ma voiture n'est pas au parking. J'ai loué une voiture pour ne pas être suivi. Allons-y. Alors que la nuit tombait sur les rues étroites de Marseille, nous nous sommes engagés dans les ruelles labyrinthiques du Panier. L'ancien orphelinat, avec son architecture gothique et ses fenêtres brisées, se dressait comme une tour sombre au bout de la rue. Tout était calme. Trop calme. La serrure du portail du jardin était cassée. Nous nous sommes glissés à l'intérieur. Dominique a sorti son arme, tandis que je ramassais une barre de fer rouillée par terre. L'intérieur du bâtiment sentait la poussière et la moisissure. À la lumière de nos lampes torches, nous avons vu des murs à moitié restaurés et des statues recouvertes. Où allons-nous chercher? A chuchoté Dominique. Les fondations. Ai-je répondu. Geneviève a parlé de construire. Il doit y avoir quelque chose dans les fondations de ce bâtiment. Nous avons trouvé les escaliers qui menaient au sous-sol. Il faisait noir comme dans un four. Nos pas résonnaient. Au fond du sous-sol, il y avait un ancien autel de chapelle. Sur l'autel se trouvait une statue de la Vierge Marie. Sur le socle de la statue, une date semblait avoir été récemment gravée, 1411 cette date. Dit Dominique. Le jour où le bateau a brûlé. Geneviève avait utilisé cette date comme code. J'ai vérifié derrière le socle. Une pierre était mal fixée. Je l'ai déplacée. Il y avait un petit coffre derrière. Bingo, dis-je. Mais à ce moment-là, un grincement retentit au-dessus de nous, provenant de la porte d'entrée. Puis le bruit de lourdes bottes sur le sol. Et le bruit du mécanisme d'une arme. Quelqu'un nous avait trouvés. Dominique a éteint sa lampe et m'a tiré derrière une colonne. La confrérie, a-t-il chuchoté. Il nous attendait. Une voix résonna depuis l'étage. Une voix familière, grave.
Madame Vallet, le jeu de cache-cache est terminé. Nous descendons. Et nous ne sommes pas seuls. Si vous touchez à ce coffre, nous détruirons ce bâtiment. Ce bruit n'était pas celui d'Henri, c'était celui du directeur de la police, alors que la voix grave et autoritaire du commissaire résonnait dans les murs de pierre de la cave. Dominique et moi nous sommes regardés. L'arme que Dominique tenait dans sa main tremblait. Il était inspecteur d'assurance, par Rambaud. Face à nous se trouvait la brigade de police la plus entraînée et la plus impitoyable de Marseille, avec à sa tête l'incarnation même de la loi. « Vous avez 3 minutes », cria le directeur depuis l'étage. « Soit vous lâchez ce coffre-fort et vous vous rendez, soit cet endroit deviendra votre tombe. » Nous avions éteint la lampe. Dans l'obscurité totale, nous nous étions cachés derrière la statue de la Vierge Marie. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Dominique. « S'il nous voyait, il nous tuerait. S'il nous voyait, il nous tuerait. » Je pris une profonde inspiration. Sous l'odeur de moisi de la cave, je sentais une autre odeur. Très légère, mais une odeur qu'un pêcheur n'oublierait jamais, celle de l'eau salée et des algues pourries. Nous étions au point le plus bas du panier. Et selon les anciennes légendes marseillaises, les fondations de ces bâtiments étaient reliées aux anciens réservoirs romains, puis au tunnel de contrebande menant au port. J'ai sondé le sol avec la barre de fer rouillé que je tenais dans ma main. Juste derrière l'autel, les pierres produisaient un son différent. Elles n'étaient pas pleines, mais vides. « Protège-moi », dis-je à Dominique. « Tu dois les retenir. » Dominique ne m'a pas demandé ce que j'allais faire. Il a pointé son arme vers l'escalier avec professionnalisme et a crié « Si vous vous approchez, je fais sauter le coffre-fort. Tout ce qu'il contient sera détruit. » Le directeur a ri. « Tu bluffes. Essaie donc », a répondu Dominique en tirant un coup de semonce sur la rampe d'escalier. Le bruit de la balle a résonné dans l'espace clos avec un fracas assourdissant. Ceux qui se trouvaient en haut hésitèrent. Pendant qu'ils hésitaient, j'enfonçai de toutes mes forces la barre de fer sous la pierre d'où provenait le bruit creux. Je mis tout mon poids dans la barre. Les muscles de mes jambes, que j'utilisais pour soulever les caisses de poissons, étaient maintenant tendus à l'extrême pour sauver ma vie. La pierre a bougé dans un grincement. Un air froid et humide m'a frappé le visage. Un trou s'était ouvert. Un trou étroit, mais praticable. Ici. Ai-je chuchoté. J'ai attrapé la caisse. Elle n'était pas lourde, mais son contenu pesait plus lourd que tout Marseille. On y va, Dominique. Tout de suite. À ce moment-là, une bombe lacrymogène fut lancée depuis le haut. Elle roula en sifflant dans les escaliers et une fumée blanche commença à envahir la pièce. « Mettez vos masques à gaz. On y va. » A-t-on entendu? Dominique tira une dernière fois et sauta dans le trou, à côté de moi. Nous nous sommes laissés tomber dans ce vide obscur. Le sol n'était pas mou. Nous avons atterri dans une eau boueuse et sale qui m'arrivait aux genoux. C'était un ancien tunnel d'égout. L'odeur était horrible, mais à ce moment-là, elle m'a semblé être le plus beau parfum du monde. Car cette odeur signifiait la sortie. N'allume pas la lampe, ai-je dit. Ils verront la lumière. Dans l'obscurité, nous avons commencé à courir dans cette eau sale, en nous agrippant au mur avec nos mains. Derrière nous, nous entendions les cris des policiers qui descendaient dans la cave. Ils se sont échappés. Ils sont entrés dans les tunnels. Prenez les autres sorties. Le tunnel était un véritable labyrinthe. Mais le sens du courant de l'eau me guidait. L'eau coule toujours vers la mer. Et la mer était ma maison. Après avoir couru pendant environ 20 minutes, nous sommes arrivés au bout du tunnel, à une sortie fermée par des barreaux de fer. C'était le canal d'évacuation des eaux pluviales sous le quai Joliette. Les barreaux étaient rouillés, mais verrouillés. Dominique était à bout de souffle, son costume gris était couvert de boue. « On est coincé », dit-il désespérément. « On ne peut pas sortir d'ici. » Je me suis accroché au barreau. Il ne bougeait pas. Un nœud de pêcheur, me suis-je dit. Parfois, pour le défaire, il ne faut pas tirer, mais relâcher. J'ai enlevé ma veste, je l'ai enroulée autour de l'ancien mécanisme en forme de cric entre les barreaux et j'ai commencé à tourner la barre de fer. Le métal a émis un grincement douloureux. 1 centimètre, 2 centimètres. Allez, ai-je crié. Dominique s'est faufilé entre les barreaux. Puis il a pris le coffre. Je me suis extirpé de là avec difficulté. Nous étions au bord de la mer. C'était la nuit. Les lumières du port brillaient au loin. Mais nous n'étions pas en sécurité. Le directeur de la police avait dû mettre toute la ville en alerte. « Où allons-nous aller ?» demanda Dominique. « Les hôtels, les gares, l'aéroport. Tout est pris d'assaut. Ils vont nous chercher sur terre. » Ai-je répondu en regardant la mer. « Nous devons retourner sur l'eau. » Dans le coin le plus reculé du port, le bateau d'un vieux pêcheur, Baba Jacques, était amarré. Jacques m'aimait comme sa fille. Le matin de l'incendie, il avait été le premier à me serrer dans ses bras. En courant vers lui, j'ai demandé à Dominique d'ouvrir ce coffre. On a failli mourir. Je veux savoir si ça en valait la peine. Nous nous sommes réfugiés à l'ombre d'un ancien hangar à bateaux.
Dominique a frappé violemment le verrou du coffre avec la crosse de son arme. Le verrou était rouillé et n'a pas résisté. Nous avons ouvert le couvercle. L'argent ne s'est pas déversé. Il n'y avait pas d'or non plus. Il n'y avait qu'un gros dossier et une clé USB. J'ai ouvert le dossier. La première page contenait une liste. En haut de la liste était écrit membre VIP. Et le premier nom? Le premier nom était celui du maire de Marseille. Le deuxième nom était celui du directeur de la police. Le troisième nom était celui du PDG de la Mondiale Assurance. Et la liste continuait ainsi. Des juges, des dirigeants syndicaux, des magnats des médias. Mais le plus effrayant n'était pas la liste, mais les notes à côté. En face de chaque nom, il y avait les paiements qui leur avaient été versés et les services qu'ils avaient rendus en échange. Maire. Attribution du marché du port à la société Fraternité. 5 millions d'euros. Directeur de la police. Arrêt des opérations de trafic d'êtres humains. 2 millions d'euros. Juge X. Abandon des poursuites dans l'affaire Henri Vallet. 1 million d'euros. Geneviève avait tout noté. Ce n'était pas seulement un dossier de fraude, c'était l'arrêt de mort de Marseille. Si cette liste était rendue publique, toute l'administration de la ville s'effondrait. Dominique a couvert sa bouche de sa main en regardant le dossier. « Mon Dieu !» a-t-il dit. « Mais dans quoi nous sommes-nous embarqués ? Si nous publions ça, ça va déclencher une guerre civile. » ?»« Non, » répondis-je. « Si nous le publions, le nettoyage commencera. » « Que feriez-vous si vous aviez un tel pouvoir entre les mains ? Une allumette capable de brûler toute la ville. La brûleriez-vous ? Ou utiliseriez-vous cette information comme monnaie d'échange pour vous sauver ? Réfléchissez-y, car ma décision changera non seulement ma vie, mais aussi celle de millions de personnes. À ce moment-là, nous avons entendu au loin le bruit des sirènes et des hélicoptères. Ils nous cherchaient. Et le cercle se resserrait. Nous ne pouvons pas aller sur le bateau de Père Jacques, dis-je. Ils s'attendent à ce que nous y allions. Ils surveillent mes amis, mes connaissances. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Dominique. On va rester dans la rue avec cette bombe ? Non, répondis-je. Mon regard se posa sur l'immense bâtiment en face du port, le plus haut bâtiment de Marseille. La tour La Marseillaise. Nous allons monter là-haut. Pourquoi ? Parce que, répondis-je en brandissant la clé USB, nous ne pouvons pas donner cette information à la police, nous ne pouvons pas la donner au procureur, nous ne pouvons pas l'envoyer par la poste aux médias, elle se perdrait en chemin. Nous devons la divulguer en direct, devant tout le monde. Comment ? Demain matin, ai-je dit. Au sommet de cette tour, la plus grande émission matinale de Marseille sera diffusée en direct. Bonjour le Sud. Le présentateur est un ancien camarade de classe. Si nous pouvons y aller, en direct, ils ne pourront pas débrancher la prise. Ils ne pourront pas nous faire taire. Dominique m'a regardé comme si j'étais folle. Il est impossible d'entrer dans cette tour. La sécurité, les badges d'accès. Tu es inspecteur en assurance, Dominique. Tu connais mieux que personne les failles de sécurité, les issues de secours et les angles morts de ce bâtiment. Dominique s'est arrêté. Il a regardé le bâtiment. Puis il s'est tourné vers moi et un sourire sauvage est apparu sur son visage. En fait, j'ai effectué l'inspection incendie le mois dernier. Je me souviens encore des codes de l'ascenseur de service. Alors, dis-je, en me levant, allons offrir à Marseille un spectacle matinal qu'elle n'a encore jamais vu. Mais nous ne le savions pas encore. Le directeur de la sécurité avait deviné que nous étions sortis des Tinelles, et il avait posté ses tireurs d'élite autour de la tour La Marseillaise. La tour de la Marseillaise s'élevait dans le ciel comme un immense monument de verre dans la pénombre matinale. Dominique et moi étions cachés derrière un camion de livraison de pain sur le quai de chargement du bâtiment. Nous portions des combinaisons de nettoyage provenant d'un des kits que Dominique gardait dans le coffre de sa voiture pour les urgences. Il était 6h45. Il restait 15 minutes avant le direct. Dominique a tapé le code de la porte de service, les mains tremblantes. Bip, feu vert. Nous étions à l'intérieur. Cours vers l'ascenseur de service, m'a dit Dominique. Je connais les angles morts des caméras de sécurité, mais les hommes du directeur de la sécurité peuvent être à l'extérieur du bâtiment. Il peut y avoir aussi des policiers en civil à l'intérieur. Alors que l'ascenseur montait rapidement au 28e étage, celui des studios, mon estomac se nouait. La clé USB que je tenais dans ma main me brûlait la paume. Ça n'était pas seulement une donnée, c'était un poignard que j'allais enfoncer dans le cœur de la ville. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, un long corridor stérile. Et au bout du corridor, la porte vitrée du studio avec le voyant on-air qui clignotait. Mais 2 personnes se tenaient devant la porte. Ce n'étaient pas des agents de sécurité. 2 hommes en civil, avec des armes à la ceinture, des hommes de la confrérie. Dominique m'a plaqué contre le mur. On ne peut pas passer.
me dit-il en me chuchotant. Je vais détourner leur attention. Toi, tu entres dans le studio. Dominique, non. Vas-y, Isabelle, m'a-t-il dit, en me regardant dans les yeux. Je ne cherchais qu'à récupérer mon argent, mais toi, tu as une dette à cette ville. Vas-y, et récupère cette dette. Dominique s'est précipité au milieu du corridor. Hé, a-t-il crié. Dès que les hommes se sont tournés vers lui, il a appuyé sur le bouton d'alarme incendie et a tiré en l'air. Le chaos s'installa. Alors que le son strident de l'alarme résonnait dans le bâtiment, les hommes se précipitèrent vers Dominique. Profitant de la confusion, je me baissai et me précipitai vers la porte du studio. Un des hommes me remarqua. « Arrête-toi !» Un coup de feu retentit derrière moi. De la poussière s'envola du mur à côté de moi. Mais je ne m'arrêtai pas. Je poussai la porte du studio et me précipitai à l'intérieur. À l'intérieur, c'était un tout autre monde. Des lumières vivantes, des caméras, et la célèbre présentatrice de l'émission Bonjour le Sud, ma Malvinaise, mon ancienne camarade de lycée, Claire, qui présentait la météo. En me voyant, essoufflée, dans ma salopette dégoulinée, elle resta figée. « Isabelle ?» a-t-elle dit. « Tu… » Les caméramans me regardaient stupéfaits. Le réalisateur dans la salle de contrôle criait « Coupez !» Mais Claire, avec son instinct de vraie journaliste, leva la main. « Ne coupez pas !» Je me suis précipitée vers Claire. « Donne-moi 2 minutes, Claire », lui ai-je demandé d'un regard suppliant. « Juste 2 minutes. Après, ils pourront m'arrêter. » On a donné des coups de pied dans la porte du studio. Les hommes de la confrérie essayaient d'entrer, mais la porte du studio était verrouillée de l'intérieur. Ils ont commencé à briser la vitre. Nous n'avions plus de temps. J'ai branché la clé USB sur l'ordinateur principal posé sur la table. « Mettez ça à l'écran !» écriai-je à la régie. « Si vous ne le faites pas, vous aurez le sang de tous les habitants de cette ville sur les mains. » Le réalisateur hésita. La vitre de la porte se fissurait. Des armes étaient pointées vers l'intérieur. À ce moment-là, Claire se pencha vers le micro. « Chers téléspectateurs, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, il y a une histoire que Marseille n'ignore, et nous allons la découvrir maintenant. Diffusez ça !» La carte météo disparut de l'écran. À sa place, apparut le tableau Excel. Sur tous les téléviseurs, tous les téléphones, dans tous les cafés de Marseille, cette liste a commencé à défiler. Le maire, 5 millions d'euros. Directeur de la police, 2 millions d'euros. Le président du syndicat portuaire, les juges, les journalistes. Le silence dans le studio fut rompu par le bruit des sirènes à l'extérieur. Mais cette fois, les sirènes étaient différentes. C'étaient celles de la gendarmerie nationale, la police militaire qui n'est pas sous le contrôle du directeur de la police, mais directement celui de Paris. La porte vitrée a été brisée. L'homme de la confrérie a eu rupture en pointant son arme vers moi. « Ferme ça !» J'ai fermé les yeux. Je l'ai fait, pensais-je. J'ai réussi. Même s'il appuyait sur la détente maintenant, la vérité était maintenant dehors. Mais le coup de feu n'a pas retenti. À la place, un ordre a retenti. « Lâchez votre arme !» J'ai ouvert les yeux. La brigade spéciale de la gendarmerie était entrée par l'autre porte du studio. Les hommes de la confrérie étaient à terre. Et derrière eux, menotté détaché, le visage couvert de bleu, mais debout, se tenait le commissaire Reynaud. À ses côtés se trouvait un procureur qui venait de Paris. Reynaud s'est dirigé vers moi. Les caméras du studio continuaient à tourner. Toute la France nous regardait. Reynaud s'est arrêté devant moi. Il avait les larmes aux yeux. « Je suis désolé d'être en retard, Isabelle », a-t-il dit. Il m'a fallu un peu de temps pour convaincre Paris, mais ils ont regardé l'émission. Tout est fini. Mes genoux se sont dérobés sous moi. Claire m'a rattrapée alors que je m'effondrais. 6 mois plus tard, c'est un moment de printemps ensoleillé au Vieux-Port. Je suis sur le pont de mon nouveau bateau, l'Espadon 2, en train de vérifier les filets. Ce bateau a été acheté avec l'indemnité versée par la compagnie d'assurance. Marseille a changé. Après l'émission de ce matin-là, tout a basculé. Le ministre de l'Intérieur a pris le contrôle de la ville. Le maire a démissionné et a été arrêté. Le directeur de la police a été arrêté à la frontière alors qu'il tentait de s'échapper. La confrérie s'est effondrée. Et les autres ? Henri Vallet, il a été condamné à la prison perpétuelle. Il a eu un accident vasculaire cérébral pendant son 1er mois en prison. Il est maintenant en fauteuil roulant et ne peut plus parler. Il se contente d'observer. Geneviève, tous ses biens étaient confisqués. La fondation a été fermée. Elle a fait des aveux et a obtenu une réduction de peine, mais elle a été exclue de la société marseillaise. Elle vit maintenant dans une petite ville du Nord où elle tente de passer inaperçue. Jean-Pierre, il a été extradé d'Espagne. Il a proposé de témoigner contre son père, mais le procureur a refusé. « Je ne négocie pas avec un homme qui a brûlé sa propre femme », a-t-il déclaré. Il a purgé une peine de 25 ans. D'après ce que j'ai entendu, il travaillait à la blanchisserie de la prison. Il faisait attention à ne pas se brûler les mains en repassant. Dominique,
Il a pris sa retraite de la compagnie d'assurance comme un héros, mais il n'a pas arrêté. Il a ouvert sa propre agence de détective privé. Il est même passé me voir la semaine dernière et il m'a dit « J'ai besoin d'un associé aussi téméraire que toi. Peut-être, peut-être plus tard, mais pour l'instant, ma place est ici, au milieu de la mer. » J'ai démarré le moteur. Les mouettes criaient au-dessus de moi. En quittant le port, la proue de l'Espadon 2 a fendu les vagues. Autrefois, le fantôme de ce bateau en feu ne m'aurait pas quitté. Mais aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je ne vois que des eaux écumeuses. Suis-je né de mes cendres? Non, j'ai jeté ces cendres à la mer. Et maintenant, je navigue avec mon propre vent. Je m'appelle Isabelle. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une veuve. Je suis la tempête de cette ville. Et si un jour vous passez par Marseille, venez au port. Je vous vendrai peut-être le poisson le plus frais. Ou peut-être qu'autour d'un café, je vous expliquerai pourquoi le goût de la justice est plus doux que celui de la vengeance.